Laissez-moi vous poser une question. Combien d'argent avez-vous gagné au cours de votre vie? Peut-être avez-vous gagné 50 $ en tant qu'enfant en vendant des produits d'occasion, puis vous avez trouvé un emploi stable et gagné 500 $ par mois, et maintenant vous gagnez 2000 $ par mois. Si vous additionnez tout, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, combien cela représente-t-il? Peut-être que pour vous, c'est 1 million de dollars ou 100 000 $. Quel que soit le chiffre, voici la question la plus importante. Combien en reste-t-il réellement? Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas répondre à ces questions et c'est l'un des signes qui montre à quel point notre relation avec l'argent est problématique. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de résumer un livre intitulé Your Money or Your Life, Transform Your Relationship with Money and Achieve Financial Independence. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, ce livre peut vous aider à atteindre l'indépendance financière en 9 étapes. Il vous aidera à découvrir certaines des erreurs effrayantes que vous faites avec votre argent et votre travail. À la fin de la vidéo, vous aurez une réponse à la question que je vous ai posée au début, ainsi qu'une formule en 9 étapes qui vous guidera vers l'indépendance financière afin que vous puissiez enfin quitter le travail que vous détestiez et commencer à faire les choses que vous aimez vraiment. Étape 1. Faire la paix avec le passé. La première étape est divisée en 2 parties. A. Déterminer combien d'argent vous avez gagné dans votre vie, depuis le premier dollar que vous avez reçu dans votre vie jusqu'au dernier salaire que vous avez gagné. B. Déterminer votre valeur nette en établissant un bilan personnel de votre actif et de votre passif. Commençons par A. Combien d'argent avez-vous gagné au cours de votre vie? Combien d'argent est passé entre vos mains jusqu'à aujourd'hui? Je sais qu'il n'est pas possible d'obtenir un montant exact, mais les auteurs nous invitent à nous faire une idée de ce que nous avons gagné en examinant nos factures, pièces justificatives, relevés bancaires, déclarations d'impôts, chèques de salaire, etc. Cet exercice vous montrera la réalité de ce que vous avez pu gagner jusqu'à présent. Peu importe que ce soit beaucoup ou peu, l'objectif est que vous puissiez faire la paix avec votre passé financier. Dans la deuxième partie de cette première étape, vous devrez déterminer votre valeur nette. Vous savez déjà, grâce à l'étape précédente, ce que vous avez gagné jusqu'à présent. Peut-être que pour vous, c'est 1 million de dollars ou 100 000 $. Quel que soit le chiffre, voici la question la plus importante. Combien vous reste-t-il? Ce qui reste est votre valeur nette. Comment pouvez-vous calculer votre valeur nette? Tout simplement en soustrayant votre passif de votre actif. Et quel est votre actif? Les auteurs décrivent 2 types d'actifs, les actifs liquides et les actifs fixes. Les actifs liquides sont l'argent liquide et tout ce que vous avez qui peut être converti en argent liquide. Les liquidités comprennent l'argent que vous avez dans vos poches, dans votre portefeuille et sur vos comptes bancaires. Les actifs fixes seront représentés par la valeur marchande de vos principaux actifs, tels que votre maison ou votre voiture. Qu'en est-il du passif? Eh bien, cette catégorie comprend chacune de vos dettes, sans en exclure aucune, aussi petite ou insignifiante qu'elle puisse paraître. Une fois que vous avez les montants, vous devez ajouter les actifs liquides et les actifs fixes et soustraire le nombre total de passifs. Et c'est tout. La ligne de fond est votre valeur nette actuelle. C'est ce que vous avez obtenu en échange des revenus de toute votre vie. C'est ce que vous avez obtenu en échange des revenus de toute votre vie. Le reste n'est que souvenirs et illusions. À la fin de cette évaluation, certains constateront que leur richesse est un chiffre négatif. D'autres seront surpris du peu qu'ils ont obtenu après des années et des années de dur labeur, et d'autres encore seront émerveillés de voir à quel point ils ont su utiliser leurs ressources. Étape 2, être dans le présent, suivre son énergie vitale. La deuxième étape consiste à découvrir combien nous gagnons pour chacune de nos heures de travail. Les auteurs expliquent que lorsque nous travaillons, nous échangeons notre énergie vitale contre de l'argent. Argent égale énergie vitale. Quel est le prix pour lequel vous échangez votre énergie vitale? Nous allons également diviser cette étape en 2 parties. A. Déterminer le coût réel de votre travail et calculer ce que vous gagnez réellement pour chaque heure de travail. B. Contrôler chaque centime qui entre ou sort de votre vie. Dans la première partie de cette étape,
vous devez penser à toutes les façons dont vous utilisez votre énergie vitale qui sont directement liées à votre travail. La façon traditionnelle de calculer combien vous gagnez par heure au travail est très simple. Il suffit de prendre le montant de votre salaire net et de le diviser par le nombre d'heures que vous devez travailler. Par exemple, si vous travaillez 160 heures par mois et que votre salaire mensuel est de 500 $, il faut diviser 500 $ par 160, ce qui donne 3,125 $. Vous gagnez 3,125 $ pour chaque heure de travail. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Pour calculer votre salaire horaire réel, vous devez tenir compte d'autres facteurs, comme le temps et l'argent que vous utilisez pour tout ce qui concerne votre travail. Pensez à tout l'argent que vous devez dépenser pour conserver votre emploi. C'est ainsi que vous saurez ce que vous gagnez réellement pour chaque heure de votre précieux travail. Vous pouvez y jeter un coup d'œil par catégorie telles que transport, tout l'argent que vous dépensez pour vous rendre au travail et en revenir, que vous utilisiez les transports publics ou que vous ayez votre propre voiture. Votre voiture vous oblige à dépenser de l'argent pour la faire fonctionner, afin que vous puissiez vous rendre au travail. Vêtements, il s'agit des vêtements que vous portez au travail. Avez-vous un uniforme de travail? Combien cela coûte-t-il de le posséder et de l'entretenir? Vous devriez même considérer les accessoires, le maquillage, les outils, etc. Les dépenses alimentaires liées à la journée de travail, par exemple, les repas que vous devez acheter à un prix plus élevé dans les cafés ou les restaurants parce que vous êtes trop fatigué ou que vous n'avez pas le temps de cuisiner, plus le temps que cela prend. Santé, les frais médicaux pour les maladies liées à votre activité professionnelle. Faites un tableau comparatif avec toutes ces dépenses et les heures par semaine. Cet exercice vous permettra d'évaluer de façon réaliste ce que vous gagnez pour votre travail actuel. Dans la deuxième partie de la deuxième étape, vous devez contrôler chaque centime que vous dépensez ou gagnez dans votre vie. Si vous ne voulez pas utiliser un stylo et du papier, vous pouvez utiliser une application mobile appelée OneMoney. OneMoney est une application de gestion financière qui vous aide à suivre où va l'argent, également tout ce qui rentre. Vous obtiendrez de multiples informations sur votre santé financière avec des graphiques, le suivi de l'épargne et de la dette, l'historique des transactions et même la planification des objectifs. C'est le meilleur moyen de prendre conscience de la façon dont vous gagnez et dépensez votre argent dans la vie en ayant des chiffres réels et non une pensée illusoire. Tout cela vous aidera à mieux vous connaître en analysant votre comportement avec l'argent. Étape 3, tableau. Étape 3, tableau mensuel. L'étape précédente n'était qu'un début. Vous allez maintenant entamer un processus d'évaluation plus complet de toutes les informations recueillies. Dans cette étape, vous devez établir des catégories de dépenses qui seront le reflet de votre style de vie. Par exemple, tout ce que vous dépensez en nourriture et même ce que vous dépensez au restaurant. Les vêtements nécessaires et inutiles que vous achetez, ce que vous dépensez pour les transports en général. Vous risquez de vous heurter à certaines de vos faiblesses à ce stade, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer sur la voie de la liberté financière. Faites la somme de toutes les valeurs des colonnes de revenus pour trouver votre revenu mensuel total. Additionnez les dépenses de chaque colonne et inscrivez le total pour chaque sous-catégorie sur la dernière ligne de la colonne correspondante. Ensuite, additionnez tous les totaux de toutes les catégories de dépenses. Le résultat est le total de vos dépenses mensuelles. À la fin du mois, vous devriez avoir l'argent que vous aviez au début, plus le revenu mensuel, moins les dépenses mensuelles. Étape 4. 3 questions qui vont transformer votre vie. Dans cette étape, les auteurs posent 3 questions liées à la satisfaction. Mais qu'est-ce que la satisfaction pour vous? Les auteurs expliquent que la satisfaction est l'expérience positive de la réalisation d'un souhait, qui peut être après la réalisation d'un rêve ou d'un moment de bonheur. Cependant, beaucoup d'entre nous, en grandissant, ont laissé leurs rêves derrière eux. À quoi ressemblerait pour vous une vie vraiment satisfaisante? Les auteurs posent les questions suivantes pour vous aider à le définir. Qu'avez-vous toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais fait? Qu'avez-vous fait dans votre vie dont vous êtes vraiment fier? Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'un an à vivre, que feriez-vous pendant cette période? Si vous n'aviez pas à travailler pour gagner votre vie, comment utiliseriez-vous votre temps? Ces questions vous aident à vous concentrer sur ce que vous appréciez vraiment et à découvrir si vous dépensez votre temps et votre argent d'une manière qui correspond à vos valeurs. Cette étape vous permettra d'évaluer vos priorités et de corriger votre trajectoire. Vous retrouverez peut-être un rêve que vous avez oublié.
Pour ce faire, répondez aux questions suivantes. Question numéro 1. Ai-je reçu des satisfactions, des récompenses et des valeurs proportionnelles à l'énergie vitale que j'ai dépensée? Regardez dans le tableau avec vos dépenses enregistrées et examinez chaque sous-catégorie en gardant cette question à l'esprit. Si une certaine dépense d'énergie vitale vous a donné tellement de satisfaction que vous voulez même augmenter les dépenses dans cette sous-catégorie, mettez un plus dans la première case. Si elle ne vous a apporté que peu ou pas de satisfaction, mettez un moins. Si la dépense vous convient telle quelle, inscrivez un 0. Vous verrez ici quand une dépense est faite automatiquement, sans réfléchir, ou vous pourriez même détecter une dépendance. Question numéro 2. Cette dépense d'énergie vitale est-elle cohérente avec mes valeurs et mon but dans la vie? Cette question est très révélatrice, car elle nous permet de réaliser si nous vivons en accord avec nos idéaux. Alors évaluez. Cette dépense d'énergie vitale est-elle cohérente avec mes valeurs et mon but dans la vie? Si la réponse est oui, mettez un plus dans la deuxième case. Si c'est un non, mettez un moins. Si c'est OK, mettez un 0. Nous avons tous des valeurs, mais de quoi parlons-nous quand nous parlons de valeurs? Nos valeurs sont les qualités qui nous intéressent et les principes selon lesquels nous pensons que la vie devrait être régie. Les auteurs expliquent que les valeurs sont les idées et les convictions qui servent de base à la prise de décision. C'est bien de faire ça? C'est mal? Qu'est-ce qui est bien ou mal selon nous? Selon les auteurs, la façon dont nous gérons l'argent tout au long de notre vie est l'une des représentations les plus importantes de nos valeurs. Si vous regardez votre graphique mensuel, vous en apprendrez beaucoup sur les valeurs qui régissent votre vie. Étape 5. Rendre visible l'énergie vitale. Dans cette étape, vous rendrez visible les résultats des étapes précédentes, car vous obtiendrez un graphique qui illustrera clairement votre relation actuelle avec l'argent et la tendance de votre situation financière, qu'elle soit positive ou négative. Pour commencer, prenez une feuille de papier millimétré. Faites un axe vertical gauche qui représentera l'argent, vos revenus et vos dépenses y figureront. Marquez les incréments d'argent. Commencez par 0 en bas et laissez suffisamment de place en haut. Faites ensuite une échelle horizontale qui représentera l'augmentation du temps de mois en mois. Sur cet axe, il faut représenter 5 à 7 ans pour pouvoir faire une évaluation à long terme. À la fin de chaque mois, marquez les chiffres correspondant au total de vos revenus et de vos dépenses pour cette période. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes, une pour les revenus et une pour les dépenses. Joignez chaque point au mois précédent en traçant une ligne. De cette façon, vous tracerez 2 lignes colorées, une pour les revenus et une pour les dépenses. Et voilà, vous avez maintenant une vision complète et illustrée de votre comportement financier mois après mois. Je suis sûre que tout cela va vous étonner. Lorsqu'une personne s'aperçoit qu'elle a un comportement de dépense excessive, la réaction la plus courante est très similaire à celle de ceux qui reconnaissent un jour qu'ils ont un problème de surpoids ou d'obésité et qui sont remplis de motivation pour commencer un régime strict. Lorsque l'on commence un régime extrême, il est normal que dès les premiers mois, on remarque des changements. Mais le schéma n'est pas terminé. Ce qui suit est prévisible. Il est probable qu'au cours du 2e ou du 3e mois du régime, peut-être beaucoup plus tôt, cette personne retombe dans son ancien régime malsain et mange tous les aliments dont elle s'était initialement abstenue. Le résultat pourrait être pire que le précédent. Il en va de même pour les finances personnelles. Cette fois, de nombreuses personnes mettent leur portefeuille au régime. Le malheur, c'est que des restrictions aussi importantes s'avèrent insoutenables, si bien que le 3e mois, les chiffres augmentent à nouveau, comme s'il s'agissait d'une vengeance en compensation des privations du mois précédent. Si vous êtes touché par ce problème, ne perdez pas votre motivation. Il existe une solution. Pour parvenir à une réduction rationnelle des coûts, et surtout la maintenir dans le temps, il est nécessaire d'analyser notre propre relation avec l'argent à partir des modèles émotionnels et comportementaux. L'exercice consistant à marquer d'un signe les dépenses qui vous ont donné satisfaction, celles qui ne l'ont pas fait et celles qui étaient des achats compulsifs, vous donne une idée claire des habitudes que vous devez changer. Lorsque vous vous sentez satisfait de vous-même et de ce que vous faites, vous aurez moins besoin de vous récompenser par des consommations impulsives. Beaucoup de dépenses faites par l'autosatisfaction finissent par générer de l'insatisfaction, et cela, vous pourrez le voir clairement dans les exercices précédents.
Ce type de reprogrammation du comportement a une force incroyable et fonctionne. En comprenant qu'en dépensant votre argent, vous donnez votre énergie vitale, cela vous apprend à la valoriser davantage. Et valoriser son énergie vitale, c'est se valoriser soi-même, et c'est un véritable moyen d'obtenir de la satisfaction. L'une des histoires du livre raconte l'expérience d'Ivy Underwood, qui a grandi dans une famille aux multiples difficultés financières. Ivy a grandi avec la frustration de devoir compter jusqu'au dernier centime. Elle a donc décidé qu'à l'avenir, elle n'aurait jamais à s'inquiéter du solde de son compte en banque et qu'elle pourrait acheter tout ce qu'elle voulait. Mais lorsqu'elle était déjà une femme adulte, elle avait un point faible, les vêtements. Sa maison était simple, mais elle avait une armoire pleine de vêtements. La plupart de ses vêtements étaient des vêtements chers. Dans son empressement à s'éloigner de la pauvreté, elle a pris l'habitude d'être toujours parfaitement habillée. Elle avait l'impression de s'éloigner de la pauvreté en se basant sur le type de vêtements qu'elle portait chaque jour. Lorsqu'Ivy a établi son tableau mensuel pour évaluer ses dépenses, elle a constaté que la satisfaction qu'elle retirait de toujours acheter des vêtements coûteux n'était pas proportionnelle à l'énergie vitale dont elle avait besoin pour maintenir ce style de vie. C'est ainsi qu'Ivy a cessé d'acheter inutilement et a réussi à augmenter le montant de ses économies. Les auteurs expliquent que lorsque vous réalisez que vous n'obtenez pas une satisfaction proportionnelle à la quantité d'énergie vitale dépensée dans une sous-catégorie de dépenses, vous générez automatiquement un changement dans votre façon de dépenser. Vous vous sentirez alors mieux lorsque vous ne dépenserez pas trop. S'empêcher de faire des achats impulsifs devient une source de satisfaction. N'oubliez jamais la question. Cette dépense d'énergie vitale est-elle compatible avec mes valeurs et le but que j'ai dans la vie? C'est la clé pour comprendre votre satisfaction. Implique que lorsque vous réalisez que vous n'obtenez pas une satisfaction proportionnelle à la quantité d'énergie vitale dépensée dans une sous-catégorie de dépenses, vous générez automatiquement un changement dans votre façon de dépenser. Vous vous sentirez alors mieux lorsque vous ne dépenserez pas trop. S'empêcher de faire des achats impulsifs devient une source de satisfaction. N'oubliez jamais la question. Cette dépense d'énergie vitale est-elle compatible avec mes valeurs et le but que j'ai dans la vie? C'est la clé pour comprendre votre satisfaction. Une autre recommandation des auteurs est de placer votre tableau dans un endroit où vous le verrez toujours. Vous renforcerez ainsi votre conscience de la gestion de vos finances, qui ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, mais aussi à vous libérer de vos frustrations financières. Vous aimerez voir que, sur votre graphique, la ligne de vos revenus sera de plus en plus éloignée de celle de vos dépenses. Cet espace au milieu sera votre épargne. Le graphique n'est pas magique. Il vous rappellera votre volonté de changer votre relation avec l'argent. Il s'agira d'un retour d'expérience fait par vous-même où vous verrez votre situation actuelle et suivrez vos progrès. La satisfaction que vous ressentirez en voyant vos progrès vous motivera à continuer. Un autre des grands obstacles sur votre chemin vers l'indépendance financière est la dette. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du poids des dettes sur leur vie avant de s'en libérer. Avez-vous des dettes? Savez-vous exactement combien vous devez et à qui? Le remboursement de vos dettes vous donnera le pouvoir de choisir. Avoir la capacité d'affirmer que vous ne devez rien à personne sera une déclaration de santé mentale, de dignité et de liberté. Ne vous méprenez pas, toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Il y a des dettes qui sont nécessaires pour financer une entreprise ou pour investir. Mais les dettes acquises pour alimenter un style de vie de consommateur vous garderont toujours attaché à l'esclavage. Étape 6. Étape 6. Valorisez votre énergie vitale, minimisez les dépenses. Cette étape est axée sur l'utilisation sage et productive de vos ressources. C'est ce qu'on appelle la frugalité. Qu'est-ce que la frugalité? Un mode de vie frugal consiste à optimiser l'utilisation de votre temps et de votre argent pour éviter le gaspillage ou les extravagances. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter de dépenser, mais qu'il faut arrêter de gaspiller. Il ne s'agit pas de se sacrifier, mais d'améliorer sa qualité de vie en apprenant à apprécier ce qui est vraiment nécessaire. Vivre frugalement nécessite d'apprendre à épargner judicieusement. Pour y parvenir, les auteurs proposent plusieurs moyens sûrs d'épargner. Honnêtement, certaines suggestions dans cette partie me semblent être des mesures extrêmes. Quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer certaines des méthodes qui m'ont semblé les plus importantes. 1. Vivre selon ses moyens.
Les auteurs expliquent que vivre selon ses moyens signifie éviter d'acheter plus que ce que l'on peut se permettre, éviter les dettes à moins d'être sûr d'avoir la possibilité de les rembourser immédiatement et avoir toujours une réserve au cas où. 2. Prenez soin de ce que vous avez. Notre bien le plus important, notre corps. Prendre soin de ce que nous avons doit commencer par prendre soin de notre corps. Par exemple, de bonnes habitudes alimentaires évitent de dépenser des milliers de dollars en médicaments et en soins de santé. Une bonne hygiène buccale évite de dépenser des centaines de dollars chez le dentiste. Respecter le code de la route et conduire de manière responsable permet d'éviter les coûts de réparation des dommages et les accidents qui pourraient coûter très cher. Ce principe doit également être appliqué à tous les objets que nous possédons. En faisant bon usage et en prenant soin de nos objets, nous prolongeons leur durée de vie utile, ce qui finit par nous faire économiser l'argent que nous aurions dû dépenser pour devoir racheter les objets que nous avons endommagés de manière irresponsable. 3. Évaluez vos polices d'assurance maladie, automobile et autres, ainsi que les frais que vous payez pour différents services. J'ai réalisé une vidéo qui parle plus en détail de cette technique d'économie, je laisserai le lien dans la description. Étape 7. Évaluez l'énergie vitale, maximum. Dans l'étape 6, nous avons parlé de la valorisation de votre énergie vitale en dépensant intelligemment. Dans cette étape, nous allons parler de la valorisation de votre énergie vitale par une utilisation judicieuse de votre temps, une utilisation du temps qui vous amène à augmenter vos revenus en fonction de votre santé et de votre intégrité. Posez-vous cette question. Travaillez-vous pour vivre ou vous tuez-vous à travailler ? Pour vous libérer de ce monde dans lequel vous vous tuez à travailler, vous devez commencer à mieux valoriser votre propre énergie vitale. Lorsque vous recevez votre salaire, est-ce vraiment juste ce que vous recevez en échange de la précieuse énergie vitale que vous investissez dans le travail que vous faites pour lui ? Selon les auteurs, gagner plus est une question d'attitude. Je n'arrive pas à trouver un bon emploi et c'est de leur faute. Ils m'empêchent de me débarrasser d'un emploi mal payé. Cela vous est-il familier ? De nombreuses personnes ont une mentalité de victime, comme si elles étaient totalement soumises à des forces extérieures, telles que le patron toxique, la récession, la politique économique du gouvernement et bien d'autres choses encore. Lorsqu'une personne se perçoit comme une victime, elle perd du temps à s'apitoyer sur son sort. Un temps que vous pourriez passer à découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous pour changer votre destin. Le marché du travail peut être hostile dans de nombreux pays, et à l'heure actuelle, les emplois sont de plus en plus rares. Pour cette raison, trouver le type de travail qui correspond à vos valeurs et la meilleure façon d'investir votre temps peut demander beaucoup de temps de réflexion, de remise en question et de prise de risque. N'oubliez pas que lorsque vous êtes sur le point d'accepter un emploi, ce qui est à vendre est votre énergie vitale. Essayez de la vendre au plus offrant, sans perdre de vue votre intégrité, votre santé et votre bien-être personnel. Il ne s'agit pas de cupidité, mais de respect et d'amour pour vous-même. Étape 8, pour vous-même. Étape 8, le capital et le point de croisement. Les 7 premières étapes vous permettront d'accroître votre intégrité financière, car toutes les facettes de votre vie financière commenceront à coïncider avec vos valeurs. Ces changements produiront une augmentation significative de votre indépendance financière. En effet, vos dépenses seront réduites, vous augmenterez probablement vos revenus, vous rembourserez vos dettes et votre épargne augmentera. La créativité qui était réprimée en vous en raison de votre lutte constante contre vos problèmes financiers sera libérée pour réaliser vos autres rêves les plus importants. Avec la 8e étape, la possibilité d'une indépendance financière complète s'ouvre. Les auteurs expliquent la différence entre 2 concepts, l'épargne et le capital. L'épargne est un fonds qui est mis de côté et qui n'est pas dépensé. Au contraire, le capital est de l'argent qui vous fait gagner plus d'argent. Le capital est de l'argent qui travaille pour vous, produisant des revenus comme si vous travailliez. Par exemple, lorsque vous placez votre argent dans un instrument d'investissement qui vous rapporte des intérêts ou des dividendes. Investir n'est rien d'autre que convertir votre capital en une forme d'équité dans l'espoir d'obtenir encore plus de revenus. Les auteurs recommandent de représenter le revenu d'investissement par une ligne distincte dans le graphique que vous avez réalisé sur le papier millimétré. Cela signifie que vous aurez une 3e ligne. Cette ligne sera appelée revenu mensuel provenant des investissements. Après un certain temps, la 3e ligne de votre graphique augmentera,
Lorsque vous travaillez sur votre graphique, vous remarquerez que vous serez en mesure de projeter le revenu que vous obtiendrez des investissements dans le futur. Et à un moment donné, la ligne des revenus que vous tirez des investissements intercepte la ligne de vos dépenses. Et les auteurs appellent cette interception « point de croisement ». C'est à peu près ça. Lorsque cela se produit, cela signifie que vous avez atteint votre indépendance financière. Pourquoi ? Parce que cela signifie que vous disposez d'une source de revenus sûre et constante qui ne provient pas d'un emploi. Cela implique que vous ne serez pas obligé de travailler jusqu'à un âge très avancé ou jusqu'à votre mort. Les auteurs recommandent que le revenu de vos investissements ne soit pas seulement égal à vos dépenses, mais qu'il soit supérieur. De cette manière, vous pourrez vous fier confortablement au revenu mensuel des investissements, car vous aurez le sentiment de disposer d'une certaine marge de manœuvre en cas d'imprévu. À ce stade, vous ne serez plus obligé de travailler pour gagner de l'argent. Cela signifie que vous pouvez choisir, et pouvoir choisir, c'est l'indépendance et la liberté. Bien sûr, vous pouvez continuer à travailler si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème à continuer à travailler pour gagner de l'argent, mais vous le ferez désormais avec d'autres paradigmes mentaux. Vous pouvez maintenant vous concentrer sur un travail de bien meilleure qualité parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous aimez faire. Selon le livre, la plupart des personnes qui atteignent l'indépendance financière finissent par reprendre le travail, mais elles le font parce qu'elles en ont envie et non par obligation. À partir de ce moment-là, vous serez libre d'inventer votre propre vie et cela implique peut-être de dépoussiérer un rêve que vous avez laissé derrière vous parce que vous pensiez qu'il était impossible à réaliser. Étape 9. Dans cette étape, les auteurs vous encouragent à devenir un expert des investissements rentables à long terme et à gérer vos finances dans le but d'obtenir des revenus sûrs, constants et suffisants pour le reste de votre vie. De cette manière, vous serez en mesure de prendre des décisions financières judicieuses. Pour cela, vous devez vous instruire autant que possible, car dans le monde des investissements, il existe des professionnels qui ne poursuivent que leurs intérêts et ceux des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Vous devez vous éduquer pour ne pas tomber dans les mains d'escrocs professionnels. Une grande partie de ce que les gens savent du monde de l'investissement peut se résumer en 2 mots, cupidité et peur. En ce qui concerne la cupidité, quand vous aurez été capable de remplir les 8 étapes ci-dessus, ce ne sera plus un problème pour vous. À ce stade, la cupidité ne vous domine pas. Vous avez appris à la dominer car vous avez appris que avoir plus ne signifie pas nécessairement vivre mieux, mais avoir assez est très satisfaisant. Quant à la peur, la principale peur serait le doute de savoir s'il y aura assez demain. Se demander si l'on aura assez demain n'est pas la bonne façon d'éliminer la peur. La peur est naturelle et sert à nous alerter du danger. Sans le degré de peur nécessaire, nous sommes imprudents. L'idée est d'utiliser la peur pour créer un plan judicieux. Pour y parvenir, les auteurs mentionnent 3 piliers de l'indépendance financière. Capital, coussin, épargne. Le capital est la somme d'argent qui est investie dans des actifs financiers afin de générer des revenus périodiquement et en toute sécurité. L'objectif est que le capital puisse produire des revenus qui correspondent au moins à vos dépenses. C'est le point d'équilibre. Les auteurs proposent quelques critères que votre capital doit respecter. 1. Il doit produire des revenus. 2. Il doit être absolument sûr. 3. Il doit être possible de le convertir en espèces immédiatement en cas d'urgence. 4. Il ne doit pas y avoir de commission ou de frais de gestion qui feraient s'évaporer votre capital. Si vous avez remarqué ces critères, vous éliminez automatiquement la plupart des spéculations et des investissements les plus connus, tels que les actions et les fonds de placement en actions, car ils ne vous assurent pas le capital et ne vous procurent pas la sécurité absolue ou le revenu constant dont vous avez besoin. Le coussin est une réserve d'argent qui peut se trouver sur un compte chèque ou un dépôt à terme. Il s'agit de liquidités qui peuvent couvrir vos dépenses pendant au moins 6 mois. L'objectif de ce coussin est de disposer d'un outil pour faire face aux urgences. Épargne ? L'épargne peut provenir de différentes sources. Par exemple, après avoir analysé vos dépenses, vous pouvez réduire certains achats et placer cet argent supplémentaire dans votre épargne. C'est tout pour cette vidéo.